Marc Schwartz, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir et merci de me recevoir chez vous dans cette immense et magnifique institution, la plus vieille de France, à savoir la Monnaie de Paris dont vous êtes le président directeur général. Un grand merci pour votre accueil. Merci à vous de venir jusque nous. Alors je voudrais commencer par une citation d'Henry Ford. Henry Ford, un jour, on lui demandait qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. L'argent ne m'a pas changé, il n'a fait que me démasquer. Voilà maintenant qui je suis. Et vous, Marc Schwartz, qui êtes-vous? Alors vous l'avez dit, j'ai la chance de diriger cette très belle entreprise qui est la Monnaie de Paris. J'ai pris la tête de cette belle maison il y a un peu plus de 2 ans. J'ai été nommé par le président de la République, Emmanuel Macron. Et auparavant, j'ai un parcours qui était en fait assez diversifié, puisque je viens du secteur public. J'ai une formation qui est une formation de haut fonctionnaire. Je suis passé par Sciences Po, par l'ENA, des études d'économie et de finance. Et j'ai travaillé dans différentes institutions publiques, la Cour des comptes, le ministère des Finances, le ministère de la Culture, mais j'ai aussi travaillé, j'ai passé la moitié de ma vie professionnelle dans le secteur privé, dans le monde de l'entreprise, dans l'audiovisuel, dans le conseil. J'ai même à un moment créé ma propre entreprise, j'avais ma société de conseil. Et puis dernièrement, j'ai eu la chance de participer à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. J'étais dans son équipe de campagne et j'ai travaillé à la suite de ça au ministère de la Culture et maintenant je suis à la Monnaie de Paris. Un beau parcours professionnel très riche et très diversifié. Absolument. Alors, on est dans un cercle d'anthropologie, donc Devenir pour Agir. Une toute petite question avant de rentrer dans des questions sur la monnaie. Est-ce que l'argent nous permet de nous connaître? Est-ce que l'argent est un miroir pour l'humain? Écoutez, je ne crois pas, ou si c'est un miroir pour l'humain, c'est un miroir très déformant. Voilà, après chacun peut avoir sa propre approche ou sa propre perception de cela, hein. Mais vous savez, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, je crois qu'il y a une vraie réalité à cela, quoi. Alors bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour les besoins du quotidien, pour l'essentiel, hein. On a beaucoup parlé depuis 1 an, depuis cette crise sanitaire, des commerces essentiels ou des biens essentiels. On a besoin de biens essentiels et donc on a besoin de la capacité à les acquérir. Et tout ce qui vient en plus, ma foi, c'est un plaisir, c'est du loisir, ça peut être du bonheur, mais ça peut être aussi quelque chose, vous savez, l'argent peut être asservissant, très asservissant, hein. Et donc je dirais qu'il n'y a pas sans doute de réponse absolue à cette question qui est une question qui est très, très, très pertinente. Il y a chacun sa propre relation à ces questions-là. D'accord. On en reparlera tout à l'heure au moment pour la jeunesse. Alors, je suis tombé sur l'une de vos interviews le 31 mars 2020 dans le magazine de la Monnaie de Paris. Vous avez affirmé, je vous cite, la Monnaie de Paris a une âme car elle a une histoire. Marc Schwartz, pour que la Monnaie de Paris ait une âme, il faut qu'elle ait une histoire. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la monnaie et ce qui nous permettra de découvrir son âme? Bien sûr. Alors en effet, vous avez raison, c'est une histoire qui est assez exceptionnelle en réalité, puisque nous sommes la plus ancienne entreprise, la plus ancienne institution de France. La Monnaie de Paris a été créée par Charles Le Chauve, qui était le petit-fils de Charlemagne, au IXe siècle, en 864. Et donc nous avons une trace écrite de la création de cette institution, puisque le roi Charles Le Chauve avait émis un édit dans la ville de Pitre, en Normandie. Donc il y a un édit de Pitre qui date de cette époque. Et si la Monnaie de Paris a cette histoire donc, qui remonte à près de 12 siècles, ça n'est pas complètement par hasard. Vous savez, les choses ne se font pas par hasard. Il y a une raison fondamentale à cela, qui est que la monnaie fait partie intégrante de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelle toujours aujourd'hui le pouvoir régalien. C'est-à-dire la capacité de l'État à intervenir dans différents domaines de la société. Le pouvoir régalien qui se rattache au roi, bien sûr, mais on parle aujourd'hui, cette expression
a survécu à la fin de la monarchie, puisqu'on parle de pouvoir régalien, y compris pour les démocraties, pour les républiques, et le pouvoir de battre monnaie, au sens propre du terme, fait partie des pouvoirs régaliens essentiels. Et dans un pays comme le nôtre, dans lequel le pays, la nation s'est construite autour de l'État, la construction de cet État s'est faite par la mise en œuvre d'un certain nombre de pouvoirs régaliens dont fait partie la monnaie. Et à l'époque, l'intervention sous forme de création monétaire, donc quand on dit battre monnaie ou frapper la monnaie, c'est que la monnaie à l'époque était uniquement une monnaie métallique. Il y avait des pièces de monnaie, il n'y avait pas de billets de banque, il n'y avait pas de chèques. Les chèques sont arrivés beaucoup plus tard, il n'y avait évidemment pas de monnaie numérique. Et donc la seule capacité de battre monnaie ou de créer de la monnaie, c'était de fabriquer des pièces de monnaie en métal. Et c'est la raison pour laquelle les rois de France se sont attachés très tôt à maîtriser cet outil pour contrôler et pour réguler l'économie. Donc la monnaie de Paris au début n'était pas le seul institut monétaire, il y avait 8 ateliers monétaires dans tout le royaume, et progressivement, mais la monnaie de Paris a toujours eu un rôle un peu si vous voulez, de consolidation, on va dire cela comme ça, et puis progressivement les autres ateliers ont disparu, et finalement il n'en est resté qu'un, qui est la monnaie de Paris, et nous sommes installés ici, à l'hôtel de la Monnaie, au 11 quai de Conti, dans le 6e arrondissement à Paris, dans ce monument historique exceptionnel, qui a été construit et voulu par Louis XV à la fin du XVIIIe siècle. Et donc nous sommes arrivés ici en 1775 précisément. Ah oui, c'est ça. Donc une très belle histoire, une très vieille institution. Beaucoup d'étudiants posent souvent la question comment est fabriquée la monnaie de Paris. La monnaie, comment est-elle fabriquée? Quel est son processus finalement de fabrication? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, comme je vous le disais, il n'y avait qu'une seule forme de monnaie qui était la monnaie métallique. Enfin, il y a eu beaucoup de formes de monnaie dans l'histoire. Oui. Avant que la monnaie existe en tant que telle, on utilisait, vous savez, des objets, par exemple les coquillages, dans certaines régions du monde, ont servi de monnaie, d'instrument d'échange entre les personnes. Aujourd'hui, l'histoire étant passée par là, vous avez différentes formes de monnaie. Donc vous avez ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, ce qui vient du latin fidus ou fides, la confiance. C'est les pièces et les billets. Pourquoi est-ce qu'on parle de confiance? Parce que, en fait, quand vous prenez dans le temps, les pièces de monnaie étaient en or et en argent, et donc avaient une valeur intrinsèque, qui était définie par leur poids en or et en argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous fabriquons des pièces de monnaie avec des métaux dits communs, dans lesquels vous avez du nickel, du cuivre, de l'acier. Et ce qui donne de la valeur à cette monnaie, c'est le fait que la Banque centrale, en l'occurrence la Banque de France et maintenant la Banque centrale européenne, apposent leur signature sur cette petite pièce de métal. Et il en va de même avec les billets de banque. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un billet? C'est un morceau de papier. Pourquoi est-ce qu'un billet a de la valeur? Parce que la Banque centrale indique, par la signature qui est apposée sur ce petit morceau de papier, que ce morceau de papier a de la valeur. Et c'est la raison pour laquelle cette monnaie dite fiduciaire repose sur un concept qui est absolument fondamental, qui est celui de la confiance. Si on a confiance dans l'État et dans la Banque centrale, alors on pense que la valeur qui est conférée par la signature de la Banque centrale ou, s'agissant des pièces de monnaie, la signature de la République française, confère de la valeur à ces objets. Ça, c'est la monnaie fiduciaire. Après, vous avez ce qu'on appelle la monnaie scripturale, l'écriture. C'est la monnaie que vous détenez dans votre compte en banque. Donc, vous confiez de l'argent à votre banque, ou bien elle vous prête de l'argent, ce qui revient à peu près au même, et vous pouvez mobiliser ces liquidités que vous avez, qui sont placées auprès d'un tiers qui est un établissement de crédit, par différents moyens. Alors, il y a quelques décennies, on utilisait beaucoup le chèque en France. Oui. Maintenant, on l'utilise de moins en moins. Mais vous pouvez encore payer. Créé, le chèque. Le chèque a dû apparaître après-guerre. Enfin, disons qu'il y a eu, historiquement, on avait de la monnaie de papier au sens effet de commerce, billets à ordre, qui étaient des formes de chèques d'une certaine manière.
Et ça remonte à plusieurs siècles. Mais le chèque, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire le carnet de chèque que vous avez dans votre poche, enfin peut-être pas, parce qu'on a de moins en moins de carnet de chèque dans sa poche. Moi, ça fait des années que j'ai plus de. Il est en train de disparaître. Il est en train de baisser fortement dans l'usage. Hein. C'est pas commode, il faut sortir un carnet de chèque, il faut écrire. Bon. Aujourd'hui, on passe à des moyens de paiement qui sont de plus en plus dématérialisés. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce qui s'est beaucoup développé. Donc, le chèque est en train, en tout cas, de baisser fortement dans l'usage. La carte de paiement est apparue et a commencé à se généraliser en France dans les années 60-70. Elle est très utilisée aujourd'hui dans notre pays et dans le monde entier, avec son dernier avatar, son dernier développement, qui est le paiement sans contact, qui offre évidemment une facilité d'usage qui est plus grande que ce qu'on avait avant, puisque avant, il fallait donner sa carte et puis ensuite pianoter le code secret. Et avec cette pandémie, on l'a quand même bien expérimenté, cette carte sans contact. La carte sans contact avait un plafond qui était fixé avant mars 2020, enfin avant l'arrivée de la pandémie, à 30 €. D'accord. Ce plafond a été remonté à 50 € juste avant l'été 2020 pour faciliter les paiements sans contact. Et en effet, le paiement sans contact s'est beaucoup développé depuis un an pour des raisons qui tiennent à la crise sanitaire et qui sont en réalité assez non fondées, selon nous, puisque les gens ont voulu utiliser moins les espèces, moins les billets ou les pièces, craignant que les billets et les pièces servent de support au virus, à la transmission du virus. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Hein. On ne se contamine pas avec les pièces. Non, on se contamine sans doute très peu. Alors avec les pièces ou avec les billets, les pièces de monnaie ont toutes une composante importante de cuivre. Pour certaines d'entre elles, la surface, les petites pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, est constituée à 100% de cuivre, c'est-à-dire qu'il y a une couverture de cuivre sur les pièces. Or, le cuivre est une matière qui est naturellement bactéricide et virucide. Donc le risque que vous attrapiez le virus en prenant une pièce de monnaie ou un billet de banque est extrêmement faible. Je ne veux pas dire qu'il est nul, mais il est très faible. Et puis on a aujourd'hui, bien sûr, des moyens de paiement totalement dématérialisés. Vous n'avez plus de billets, vous n'avez plus de pièces, vous n'avez même plus de carte de crédit. Vous pouvez payer avec votre téléphone portable. Oui, c'est ça, on en reparlera tout à l'heure. Des applications. Vous pouvez même payer, vous savez, il y a des expérimentations qui sont en cours en ce moment, en Chine par exemple, avec des modes de paiement par reconnaissance faciale. C'est-à-dire que vous passez au supermarché, il y a une petite caméra après la caisse, vous montrez devant la caméra, reconnaissance faciale, vous certifiez que vous êtes vous-même et vous pouvez payer de cette nature. Il y a des expérimentations, je crois qu'Amazon travaille là-dessus, de reconnaissance de la paume de la main. Vous mettez votre main sur un lecteur. C'est une sécurité ou... Écoutez, ce sont des moyens de paiement expérimentaux pour l'instant, hein, donc il est trop tôt pour dire si, en effet, on peut aller dans ce sens-là. Mais vous savez, la reconnaissance faciale, maintenant, c'est un outil du quotidien. Quand vous avez votre téléphone portable, votre smartphone, comme on dit, souvent, c'est la reconnaissance faciale qui permet de vous identifier. Et vous pouvez payer avec une carte de crédit dématérialisée qui est dans le téléphone portable. C'est ça. Et puis vous pouvez payer avec ou transférer de l'argent entre particuliers avec toutes ces applications qui ont fait florès depuis quelques années et dont les jeunes générations, vos étudiants, certainement vos lycéens, sont friands. On peut citer Lydia par exemple. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour la question. Vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser. Vous avez fait une très belle transition et je vous en remercie parce que je voudrais, à la suite de ce que vous venez de dire, citer Oscar Wilde qui affirme aujourd'hui « Les gens savent le prix de tout, mais ne connaissent la valeur de rien ». Marc Schwartz, la valeur de la monnaie a-t-elle une valeur quand même symbolique ou une autre valeur? Alors, la monnaie repose sur un concept essentiel qui est la confiance. Les pays dans lesquels les sociétés, les citoyens ont confiance dans les institutions publiques sont des pays dans lesquels la monnaie est solide et dans lesquels en général il y a peu d'inflation. Parce que la valeur de la monnaie, vous me parliez de valeur, la différence entre le prix et la valeur de la monnaie s'exprime notamment par la stabilité des prix. S'il y a une inflation qui est très forte, c'est-à-dire si les prix augmentent très rapidement, à ce moment, ça veut dire que la valeur de la monnaie diminue. Oui. Si vous pouvez acheter quelque chose avec 100 € aujourd'hui
et que dans 2 semaines ça vaut 110, 120 ou 150 euros, ça veut dire que la valeur de l'euro que vous détenez a diminué entre-temps. Le pouvoir d'achat de la monnaie a C'est diminué. ça. Donc il y a une sorte de cohérence et disons, de situation commune entre la confiance dans l'État et les institutions, la valeur de la monnaie et l'évolution des prix dans chacun des pays. Oui. Et quelle est cette différence une différence sémantique entre le prix et la valeur? Est-ce que c'est le prix qui fait la valeur ou c'est la valeur qui permet d'attribuer un prix? Les financiers disent en anglais, je peux utiliser Oui, l'expression en anglais, oui. price is what you pay, Oui, value is what you get. d'accord. Le prix, c'est effectivement ce que vous payez, l'échange monétaire, purement et simplement, et la valeur, c'est ce que vous apporte cette transaction. D'accord. Et vous voyez que si on parle de la monnaie, cette différence, elle est très importante. Parce que la valeur de la monnaie, ou la valeur de la transaction, elle tient au degré de confiance qu'on a dans les institutions. Et elle tient à la capacité, la monnaie, on dit parfois, on parle de pouvoir libératoire de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir libératoire? C'est que une monnaie dont vous disposez doit littéralement vous permettre de vous libérer d'une dette. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir libératoire. Donc si vous avez une monnaie qui est une monnaie forte, qui a une valeur qui est reconnue, vous payez avec cette monnaie. Elle est reconnue comme instrument de paiement parce qu'on a confiance dans cette monnaie et par conséquent elle est capable de vous libérer de votre dette, des dettes que vous pouvez avoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles, même si ce sujet est très débattu, un certain nombre d'économistes et d'institutions, dont je fais partie, considèrent que ce qu'on appelle à tort les crypto-monnaies, ce que j'appellerais plutôt les crypto-actifs, ne sont pas des monnaies au sens traditionnel du terme, parce que des crypto-actifs ne sont pas des outils qui vous permettent facilement de vous libérer d'une dette que vous avez, pour une raison simple. Si je vous dois de l'argent, vous m'avez prêté 1000 euros, je dois vous rembourser 1000 euros. Si je vous paye, je vous rembourse cette dette en liquide, ou par un chèque, ou par un virement de téléphone à téléphone, vous pourriez accepter cela. Chèque, si vous considérez que vous n'avez pas envie d'accepter un chèque, il y a des commerçants qui refusent d'accepter le chèque parce qu'il y a des fraudes. Voilà. Mais si je vous dis je vous paye l'équivalent de 1000 euros en bitcoin ou en dogecoin, peut-être que vous voudriez l'accepter, mais la probabilité que vous l'acceptiez est assez faible. Oui, tout à l'heure on parlait de la monnaie qui est en train finalement, surtout avec cette crise pandémique qu'on vient de passer, qui a été remplacée par le paiement sans contact, les cartes bancaires, etc. La question est la suivante, Marc Schwartz. Petit à petit, la monnaie n'est-elle pas en train de disparaître? Alors, moi je ne crois pas. C'est-à-dire que certains pensent en effet qu'on va vers une société qui serait une société sans cash, la cashless society. On en parle beaucoup depuis quelques années. Si vous prenez l'exemple de la Suède, qui est un pays qui avait dit il y a une dizaine d'années, nous irons vers une société sans cash. En fait, la part des espèces a beaucoup diminué. Elle représente à peu près 15% des paiements en Suède, alors qu'elle représente, vous savez, dans la zone euro, encore plus de 70% des paiements. D'accord. La dernière enquête de la Banque Centrale Européenne, qui a été publiée il y a quelques mois, montre qu'en 2019, alors c'était avant la crise sanitaire, et donc ce chiffre a certainement évolué depuis, près des 3/4 des paiements dans les points de vente au sein de la zone euro, 73% pour être tout à fait précis, sont effectués par le biais des espèces. C'est quelque chose qui est peu su, puisqu'on a l'impression que les espèces ne sont plus utilisées. En réalité, les espèces sont toujours utilisées, même si elles le sont dans une proportion moindre qu'auparavant. Et par ailleurs, vous savez, si on se réfère à ce qu'est la définition de la monnaie, c'est une définition qui est très ancienne, qui remonte aux auteurs grecs, à Aristote pour être tout à fait précis, une monnaie se définit par 3 caractéristiques. C'est d'abord une unité de compte, c'est-à-dire que vous pouvez libeller des comptes d'entreprise ou des comptes d'institutions dans cette unité, vous pouvez vous servir de cette unité pour mesurer un prix, c'est ce qu'on appelle une unité de compte. Vous savez, quand vous allez à la boulangerie, votre baguette, elle sera à 1 euro, 1,05 €, 1,10 €, c'est à ça que ça sert. Deuxièmement, la monnaie a une autre caractéristique, c'est un instrument d'échange, c'est un support
pour un échange. C'est un moyen de paiement. D'accord. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la boulangerie, je vais dans ma boulangerie, je connais le prix de la baguette parce qu'il est exprimé en euros, je mets 1,10 € sur la table et je peux partir avec ma baguette. Et il y a une troisième fonction qui est importante, c'est la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire que si vous avez des économies, vous pouvez les garder dans une forme monétaire. Si vous avez de l'argent chez vous, vous pouvez garder de l'argent chez vous et vous gardez cette valeur. D'où la notion de confiance. C'est Parce ça. que la valeur, elle tient à la confiance. Dans les pays dans lesquels l'inflation est forte et que la confiance n'existe pas, les gens ne gardent pas beaucoup de liquide chez eux. Dans les pays dans lesquels la confiance est forte et l'inflation est faible, par exemple au Japon, par exemple d'une certaine manière aux États-Unis, à ce moment les gens gardent des sommes en liquide plus importantes chez eux. Par sécurité ou... Pour servir les besoins du quotidien et puis aussi par sécurité. Vous savez, quand l'expression mettre de l'argent de côté, C'est ça. en fait, Oui. elle est toujours très valable. Et alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant au cœur de cette crise sanitaire depuis un peu plus d'1 an maintenant, qui est qu'on a vu l'usage des espèces diminuer en tant que moyen de paiement. C'est la deuxième fonction, hein. Tout à fait. Unité de compte, moyen de paiement, réserve de valeur. Donc cette deuxième fonction a eu plutôt tendance à diminuer, ça c'est incontestable parce que le sans contact, on l'a dit tout à l'heure, a connu une croissance forte. Mais alors la troisième fonction, réserve de valeur, elle a augmenté. D'accord. Et il s'est passé un phénomène tout à fait inattendu, contre-intuitif, pourrait-on dire, qui est que la demande d'espèces, de cash, a fortement augmenté en 2020 et encore au début de l'année 2021. Si vous prenez le cas du dollar, la zone dollar, pas la zone dollar, d'ailleurs le dollar tout court, la demande d'espèces, c'est-à-dire le volume de billets et de pièces mis en circulation par la réserve Oui. fédérale américaine, a augmenté de plus de 15% l'année dernière, en 2020. C'est énorme. Et comment Énorme. vous l'expliquez? Alors, on l'explique en fait par un phénomène que les économistes appellent de thésaurisation. Thésauriser, ça veut dire mettre de l'argent de côté. Dans les phénomènes de crise financière, on observe cela en réalité. On l'avait vu après la crise financière de 2008. On a eu ce phénomène. Les gens gardent plus d'argent avec eux. Oui. Parce qu'il y a une incertitude sur l'avenir, il y a une crainte, il faut dire les choses comme elles sont aussi. Les magasins étaient fermés. C'est ça. Donc les gens avaient moins l'occasion de dépenser leur argent. Et donc on a retrouvé ce phénomène aussi en Europe, dans la zone euro, de manière très nette, hein, puisqu'on a eu une augmentation en 2020 de plus de 10% de la circulation des monnaies fiduciaires, donc les billets et les pièces, surtout les billets d'ailleurs, parce que c'est les billets qui servent de support à cette fonction de réserve de valeur, essentiellement. Et ce qui est un phénomène qu'on peut qualifier de paradoxe, hein, ou de grand paradoxe au fond. Ben oui, C'est le grand paradoxe du cash dans la crise sanitaire. Oui, ce qui est très, très étonnant et à la fois c'est une réalité. En tout cas, ça questionne beaucoup. Ça questionne. Depuis tout à l'heure, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que c'est passionnant ce que vous dites. Depuis tout à l'heure, vous parlez du mot confiance. Sans même l'avoir défini, je vais vous demander la définition de la confiance, mais je voudrais citer l'écrivain, médecin essayiste anglais du 19e siècle, Olivier Wendell Holmes. Et voilà ce qu'il dit, ça va tout à fait dans votre sens. Ne mettez pas votre confiance dans l'argent, mais mettez votre argent en confiance. Donc c'est assez étonnant. Marc Schwartz, ma question est la suivante. Avec toutes les nouvelles applications qui sortent, que ce soit Lindia, que ce soit PayPal, etc., peut-on et comment garder confiance en toutes ces nouvelles applications? Mais alors, juste avant, excusez-moi, oui. juste avant, quelle définition donnez-vous à la confiance? Faire confiance. Ça, c'est une question difficile, hein. Oui, parce que faire confiance aux institutions, faire... Écoutez, faire confiance pour moi, c'est c'est la capacité à se dire qu'une institution ou une personne est en mesure de respecter son rôle et de respecter d'une certaine manière la promesse qu'elle doit faire, qu'elle a faite. La Banque centrale, son rôle, c'est la stabilité de la monnaie. Il y a un débat entre les économistes, ça peut être aussi la croissance économique, mais si on prend le cas de l'Union européenne, enfin de la zone euro, la mission principale de la Banque centrale européenne, c'est la stabilité monétaire.
Donc, si on a confiance dans la Banque Centrale Européenne, on se dit qu'au fond, elle a ce rôle-là et elle est crédible dans ce rôle-là. Donc, en fait, la confiance pour moi, c'est la crédibilité de l'institution ou la personne avec laquelle on est en relation à être à la hauteur de son rôle et de sa tâche. Alors, sur la question des applications et des espèces, d'abord, il y a une chose que je voudrais dire. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que les espèces ne vont pas disparaître. Et il faut peut-être développer un peu cela. Elles ne vont pas disparaître parce que, d'abord, tout le monde n'a pas accès aux moyens de paiement numériques et dématérialisés. Vous avez des personnes qui sont exclues du système bancaire. Vous savez qu'au sein de l'Union européenne, par exemple, il y a 30 millions de personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Ah oui, j'ignorais, 30 millions. Bancaire, ce qui est très considérable. Ces personnes-là, comment ont-elles accès à une carte de paiement? Comment ont-elles accès à une... Vous ne pouvez pas utiliser une application de paiement si cette application n'est pas liée à un compte bancaire. Donc il y a une dimension que les spécialistes appellent d'inclusivité. Le paiement par espèce est inclusif d'un point de vue social. C'est-à-dire qu'il permet à tous de payer facilement parce qu'on a accès très facilement aux espèces. Et par ailleurs, c'est un moyen de paiement qui est gratuit et universel. Oui. Les espèces sont le seul moyen de paiement qui détient ce que les spécialistes appellent un cours légal. Le cours légal, ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un pouvoir libératoire. Personne en France n'a le droit de refuser des espèces en paiement. Dans certaines limites qui sont fixées, il y a un montant maximum qui est de 1 000 € dans un magasin, mais un commerçant a le droit de refuser un paiement par chèque mais pas par carte de paiement. Il n'a pas le droit de refuser un paiement en espèces. D'accord. C'est même, je vais vous dire, même c'est assez étonnant, c'est un délit. À ce point-là? C'est un délit. Et n'importe quel montant? Alors non, le plafond est 1 000 €. 1 000 €, on ne peut pas payer en voilà, cash. Vous ne pouvez pas payer plus de 1 000 € okay. Si vous voulez payer exclusivement en espèces. Donc ça, et cette question-là, cette question du cours légal du pouvoir libératoire, elle est fondamentale dans la confiance. Et donc le maintien des espèces, le maintien du cash, c'est un des éléments de la confiance dans la monnaie. Parce que si on disait un jour, on n'avait plus le droit de payer en espèces, ça veut dire quoi? Mais alors tout l'argent que j'ai gardé à la maison, que j'ai dans la poche, il n'a plus aucune valeur. Voilà, donc en fait, on détruirait la confiance de cette manière. Donc ça, c'est un élément très important. C'est un moyen de paiement qui est inclusif sur le plan social, qui est universel, qui s'applique à tous et qui est un élément fondamental de la confiance dans la monnaie. Ça ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas utiliser les autres applications, hein, mais les autres moyens de paiement, enfin notamment les applications, par ailleurs, ont une caractéristique, et là ça renvoie à d'autres débats sur le rôle des géants du numérique dans la société, ont une caractéristique, c'est que quand vous payez par un moyen de paiement dématérialisé, Google Pay, Apple Pay ou en Chine WeChat Pay par exemple, vous donnez des informations personnelles. Oui, c'est ça. C'est inclusif quand même. Il y a un côté chacun a son approche par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes que ça ne gêne pas. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être tracées. C'est la question de la traçabilité. C'est-à-dire maintenant, vous savez, dans toutes les... On est tracé en permanence. Vous faites un achat sur Internet, après vous allez chercher quelque chose sur le net et vous avez tout de suite une publicité qui correspond à l'achat que vous avez fait un quart d'heure avant. Donc, bon, pour certains, ça ne pose aucun problème. Et pour d'autres, ils considèrent, comme vous l'avez dit vous-même, qu'en réalité, c'est assez intrusif. Donc cette notion d'anonymat, alors qui est évidemment qui est contestée par ailleurs, puisqu'on peut considérer que le cash permet aussi un certain anonymat, et donc voilà, le cash a parfois mauvaise réputation, parce qu'on dit que c'est l'économie informelle, mais bon, maintenant on peut aussi contourner les règles de l'économie formelle par les moyens dématérialisés. C'est ça. Alors, malheureusement, l'interview va bientôt se terminer, ça passe extrêmement vite, d'autant plus que c'est passionnant tout ce que vous dites. Nous venons de fêter, en tout cas nous sommes dans l'année du bicentenaire de Napoléon. Et pouvez-vous nous parler de cet héritage finalement, parce que vous venez de sortir en plus une pièce à cette effigie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je me permettrai en votre nom d'inviter tous
tous nos amis à venir découvrir au musée de la monnaie, de venir découvrir cette nouvelle monnaie. Alors je vous en prie, que pourriez-vous nous dire sur cet héritage? Alors, en fait, on a beaucoup parlé en effet de Napoléon ces derniers jours pour des raisons évidentes. Et la Monnaie de Paris a décidé de commémorer le bicentenaire du décès de Napoléon Ier, donc le 5 mai 1821. Et commémorer, ça ne veut pas dire célébrer. Hein. C'est ça. Oui, oui, oui. Commémorer, d'un point de vue étymologique, ça veut dire se souvenir ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre. C'est ça, se souvenir. C'est ça que ça veut dire. C'est bien une commémoration qu'on a, oui, oui. Voilà. Et la Monnaie de Paris a cette mission de commémoration des grandes dates de notre histoire, des grands personnages de notre histoire. Donc je n'ouvrirai pas le débat sur Napoléon, mais je dirais simplement du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire du point de vue monétaire, il a fait beaucoup pour le pays. En fait, il a créé au début du 19e siècle, en 1803, une monnaie qui s'appelait à l'époque le franc germinal, parce qu'elle a été créée par la loi de Germinal en 11, dans l'ancien calendrier révolutionnaire. Et il avait compris une chose, alors qu'il n'était pas économiste ou financier, il avait compris une chose, c'est que pour se développer, d'un point de vue économique, pour que le commerce se développe, il faut une monnaie qui soit stable. C'est la question de la confiance. Voilà, elle revient. Elle revient. Ouais, voilà. Et donc, il avait décidé, au tout début du 19e siècle, en 1801, il avait commencé à y réfléchir, puis finalement, il a mis son projet en œuvre en 1803, de créer une nouvelle monnaie qui s'est appelée le franc germinal. Et alors, comme il était pas encore empereur, hein, puisqu'il a été couronné en 1804, là on est en 1803, mais bon, il s'est dit je vais faire comme les rois de France, et il a demandé qu'on fasse figurer son profil sur les pièces de monnaie, tant qu'à faire. Il a un peu anticipé sur le couronnement un an et demi plus tard, et donc d'ailleurs au passage, ça lui a permis de raconter sa propre histoire sur les monnaies qui circulaient. Vous savez, la pièce de monnaie, c'est un support qui circule de manière très importante. Beaucoup plus, par exemple, que on connaît ces tableaux très célèbres de David ou du baron Gérard, de Napoléon, mais il y a beaucoup plus de Français à l'époque qui ont eu entre leurs mains des pièces de franc germinal, du franc germinal avec l'effigie de Napoléon, que de Français qui ont vu à l'époque ces tableaux. Voilà. Et donc la caractéristique de cette monnaie qu'il a créée, c'est qu'elle a eu une très grande longévité, puisque la valeur du franc germinal telle qu'elle a été définie par celui qui était à l'époque Bonaparte, en fait, a perduré pendant un siècle, jusqu'en 1914 en réalité, pendant tout le 19e siècle. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que vous savez, à l'époque, il a voulu faire une monnaie européenne déjà. D'accord. Il écrit à son frère Louis, qui est le roi des Pays-Bas, en 1806, il lui dit « Mon frère, si vous voulez frapper de la monnaie, je vous demande d'utiliser les mêmes divisions de valeur qu'en France. De la sorte, de cette manière, ajoute-t-il, il y aura dans toute l'Europe une unité de la monnaie, ce qui sera d'un grand avantage pour le commerce. Une unité de la monnaie, ce qui sera d'un grand avantage pour le commerce. Vous vous rendez compte, on est en 2 siècles avant l'euro, avant la monnaie unique, et déjà, il se dit, mais il faut une monnaie commune pour le commerce en Europe. C'est incroyable, incroyable. Alors, c'est Napoléon, hein, donc la monnaie qu'il imagine commune pour toute l'Europe, c'est une monnaie avec son profil. C'est ça. Bien sûr, à chaque fois, vous savez, il y a des choses, il a des intuitions qui sont tout à fait, enfin, je trouve, tout à fait intéressantes et très fortes, mais en même temps, il y a l'autre partie, le revers de la médaille, si je puis dire, qui est que c'est aussi un outil pour lui de rayonnement de sa propre personne au sein de l'Europe. Donc tout ça fait que, en fait, en réalité, l'héritage monétaire de Napoléon, puisque c'est la question que vous me posez, en réalité, il est très fort, il est très marquant, et pour nous qui avons frappé cette monnaie du franc germinal, il est venu ici. Je ne sais pas si il est venu dans la pièce dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, il est venu à la Monnaie de Paris avec Joséphine en mars 1803, quelques semaines avant qu'on commence à frapper physiquement, à fabriquer le franc germinal. Il est venu ici pour surveiller la manière dont sa monnaie était en train d'être fabriquée. Il inaugurait d'une certaine manière cette future monnaie, enfin il venait là. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Alors Marc Schwartz, une dernière question, je vous écouterai des heures, mais une dernière question. À tous les jeunes et les étudiants qui viennent de passer des mois difficiles,
Quel message aujourd'hui, avec les responsabilités que vous avez, quel message d'espérance vous pouvez leur offrir? Écoutez, c'est vrai que ça a été une année difficile, hein. J'ai moi-même des enfants qui ont une vingtaine d'années, donc j'ai vu cette difficulté. Quand on a 20 ans, on est toujours dehors, on va voir ses amis, on dîne ensemble, on déjeune ensemble, on veut voyager. Donc en fait, tout ce qui fait les à côté, les plaisirs de la vie, la jeunesse ont en fait été freinés, ont été cadenassés pendant cette période, et je comprends vraiment la difficulté de cette période pour cette génération. Et si vous ajoutez à ça le fait que c'est plus difficile de trouver des stages, Ben oui. parce que les entreprises ont un peu fermé le robinet, c'est plus difficile de trouver du travail, c'est quand même, ça a été lourd à porter. Heureusement, on est en train d'en sortir. Pour ce qui nous concerne, nous, à la Monnaie de Paris, on a été très volontaires. On a lancé, en partenariat avec le gouvernement qui avait lancé, vous savez, la formule Un jeune, une solution. On a augmenté de 50% le nombre de stagiaires à la Monnaie de Paris cette année pour jouer notre rôle dans la société. Moi, je crois que, écoutez, le message que je peux donner, c'est que on est en train de sortir de cette période. Vous êtes au début de votre vie d'adulte. Il faut suivre son intuition, il faut suivre ses envies. Voilà. Les gens comme moi qui ont un certain âge vous donnent des conseils, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Faites ce que vous avez envie de faire et allez là où vos envies et votre intuition vous conduisent. Voilà. Les amis, suivez votre intuition, comme nous dit notre ami Marc Schwartz. Un infini merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour les belles paroles que vous nous avez offertes. Et je voudrais terminer par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui a une petite citation qui dit simplement « L'argent n'a pas d'idée ». Marc Schwartz, je voudrais vous remercier parce que si Jean-Paul Sartre nous dit « L'argent n'a pas d'idée », grâce à vous aujourd'hui, nous avons une idée beaucoup plus claire de la monnaie, de l'argent, et je voudrais vous en remercier. Merci pour votre amour pour l'humain que vous avez, de par vos paroles. Merci pour votre amour pour la monnaie, cette si belle unité, il faudrait dire cette unité, et surtout, merci pour tout ce que vous faites au service du bien commun. Merci beaucoup, Marc Schwartz. Merci à vous. Merci à vous.